Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les locaux du nouveau site Paul Papin de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, l'un des 20 centres français de lutte contre le cancer, qui a accueilli ses premiers patients, c'était le 27 octobre 2015. Un chiffre pour résumer la dimension assez exceptionnelle de ce bâtiment. Nous sommes en effet sur une surface de 20 000 mètres carrés. Juste avant de démarrer la visite virtuelle de ce site sur lequel travaillent un peu plus de 500 personnes, un petit point d'histoire pour vous préciser que le Centre de lutte contre le cancer Paul Papin d'Angers a fusionné en janvier 2011 avec le Centre de lutte contre le cancer de Nantes, René Gauduchot, pour former l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est devenu le premier centre de lutte contre le cancer en province en nombre de patients accueillis. Allez, comme promis, on démarre notre visite, direction, si vous le voulez bien, la radiothérapie. Docteur Patrice Sellier, bonjour, vous êtes radiothérapeute. Je voudrais d'abord que vous nous expliquiez comment est pris en charge un patient qui est suivi ici en radiothérapie. Alors, dans un premier temps, il est vu par l'oncologue radiothérapeute en consultation d'annonce, au cours de laquelle on lui fait part de la décision prise, de la durée de son traitement, des effets secondaires et des éventuelles séquelles tardives de sa radiothérapie. La deuxième étape, c'est le repérage, c'est-à-dire que le patient est convoqué au scanner volume cible pour déterminer en fait la balistique de l'irradiation, son positionnement pendant toute la durée de l'irradiation et faire les points de tatouage pour la reproductibilité du traitement d'une séance à une autre. Ensuite, il y a l'étape dosimétrique, précédée du contourage des organes critiques, des organes cibles et des volumes cibles à irradier, et l'étude dosimétrique, et enfin la mise en traitement sous l'appareil qui a été choisi par l'oncologue radiothérapeute, et là par exemple la tomothérapie. Le patient vient quotidiennement, donc une fois par jour, 5 fois par semaine. La durée du traitement varie entre 5 semaines à 8 semaines, donc de 25 à 40 séances, à raison de 5 séances par semaine. Le patient est repositionné exactement dans la position dans laquelle il avait été installé au scanner. Et avant de faire la séance de radiothérapie, l'appareil de tomothérapie est équipé d'imagerie de contrôle qu'on appelle le MVCT et qui permet de tenir une coupe scanner à chaque séance de radiothérapie fusionnée avec le scanner initial volume cible. Damien Tray, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien médical, alors je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez ce qu'est un physicien médical en radiothérapie. Alors, le physicien médical en radiothérapie est là pour respecter la prescription médicale du radiothérapeute. Donc, en essayant de respecter à la fois la dose prescrite au volume cible, ce qu'on appelle la tumeur, et au tissu sain. Comment fonctionne une machine de traitement de radiothérapie ? Alors, la machine de radiothérapie, on peut l'appeler aussi accélérateur linéaire à particules parce que ça accélère des particules. Pour faire simple, vous voyez une ampoule, une lampe. Donc il y a un filament et puis il y a de la matière dessus. Donc on va chauffer ce filament très fort et on va aller l'accélérer, ce qui fait accélérateur de particules. Donc on accélère des électrons et puis après on va traiter avec ces électrons ou alors transformer ces électrons en une autre matière, ce sont les photons, et on va traiter les patients avec ces éléments-là. Dans le Maine-et-Loire, la particularité, c'est qu'il y a un seul centre de radiothérapie, donc qui est présent à l'ICO Paul Papin. Nous avons installé successivement 3 machines nouvelles, innovantes, qui est dans la catégorie des machines innovantes. Et donc on a fait ça à partir du mois de juin. Il faut savoir que la première machine qui est arrivée au mois de juin, les premiers patients sont arrivés qu'au mois de novembre. Donc c'est des machines très longues installées puisqu'il y a beaucoup de technologie derrière. Sur l'ancien site, nous avions 4 machines. Maintenant, nous passons à 5 machines. Donc on a profité de la nouvelle technologie des constructeurs. C'est comme quand vous achetez une voiture, le dernier modèle, il y a toujours plus de choses. Nous, c'est la même chose. Donc on a amélioré le repositionnement des patients par une meilleure qualité d'image, par des faisceaux de plus en plus précis, de plus en plus petits. Dans le même temps que les machines évoluent, tout le matériel qui entoure tout ça, pour nous, ce qu'on fait en contrôle, s'améliore aussi. Donc on peut aller de plus en plus loin dans la précision. L'entretien peut se séparer en 2 parties. Donc il y a la partie maintenance biomédicale qui est là pour les pannes ou les maintenances préventives et curatives. Et nous, on doit assurer par l'assurance qualité de la machine que la machine est dans le même état qu'au premier jour d'utilisation.
Donc on assure au patient que le premier jour d'utilisation et son dernier, la machine est dans le même état fonctionnel. On poursuit notre visite, on va quitter le rez-de-chaussée, la radiothérapie, pour grimper au niveau 1, au premier étage, pour y découvrir le plateau ambulatoire. Docteur Delphine Corneau, merci de nous accueillir sur ce plateau ambulatoire. Et ce terme plateau, il a vraiment un sens et une signification pour vous. Ce plateau ambulatoire, ce terme a été choisi pour bien faire entendre qu'ici on allait proposer plusieurs services dans un même secteur. Et il a été choisi par les patients, pour les patients, pour bien comprendre que des traitements allaient être faits sur une très courte durée et leur permettre ainsi de rester le plus possible dans leur vie habituelle. Ce plateau ambulatoire est sectorisé en 5 activités différentes que sont la chimiothérapie, la recherche clinique, la chirurgie, la douleur et les soins de support. Les patients ont pu témoigner de leur désir de rester le plus possible dans leur vie familiale, professionnelle et sociale. Et le plateau ambulatoire a été pensé en ce sens pour permettre les meilleurs soins sur la durée la plus courte possible quand leur état le permet. 16 000 passages par an et à peu près 80 patients qui sont accueillis chaque jour ici pour recevoir des soins. Dernier point, il y a aussi sur ce plateau des lits de recherche clinique. C'est important pour l'ICO et dans les centres de lutte en général de permettre des thérapeutiques innovantes. Et bien sûr, nous effectuons de la recherche clinique ici. Après le plateau ambulatoire, nous allons poursuivre notre visite avec les laboratoires de recherche. La recherche fait bien évidemment partie des missions de cet établissement. D'ordinaire, ces laboratoires ne sont pas ouverts au grand public. Vous êtes donc un peu privilégié. Professeur Olivier Coqueret, bonjour, merci de nous accueillir. On va, si vous le voulez bien, démarrer avec une présentation du laboratoire où nous nous trouvons actuellement. Bien, alors nous faisons partie du centre de recherche en cancérologie Nantes-Angers. Juste quelques mots, ce centre de recherche c'est 300 personnes, 15 équipes de recherche, dont 3 ou 4 localisées sur Angers. Donc vous êtes ici dans une équipe d'oncologie qui fait partie de ce centre de recherche, donc localisée sur le centre de l'ICO Paul Papin. Nous sommes une quinzaine de personnes avec un tiers en gros de chercheurs, un tiers de techniciens et un tiers de thésards. Nous travaillons non pas sur la compréhension des mécanismes de cancérisation, mais sur la réponse à la chimiothérapie dans 2 modèles, les cancers du sein et les cancers colorectaux. Et en fait, on fait essentiellement 2 choses. On essaye de comprendre comment est-ce que les cellules tumorales répondent à la chimiothérapie, comment est-ce que cela fonctionne. Et alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est surtout qu'on essaye de comprendre comment est-ce que ces cellules échappent à la chimiothérapie pour essayer de prédire les événements de rechute, donc soit dans le cancer du sein, soit dans le cancer du côlon. On est un peu divisé en 2 groupes. Il y a une partie du laboratoire qui s'occupe de recherche un peu plus fondamentale que je viens de vous expliquer. La deuxième partie, qui est dirigée par ma collègue Catherine Guette, cherche en fait à faire des prises de sang et identifier des marqueurs dans le sang pour essayer de prédire par de simples prises de sang la réponse à la chimiothérapie, qu'elle soit donc positive, mais surtout dans un cas d'échappement. Catherine Guette, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur ici à l'ICO et on va parler avec vous de recherche translationnelle. Alors d'abord, expliquez-moi ce qu'est la recherche translationnelle. Alors la recherche translationnelle, en ce qui me concerne, c'est de travailler directement sur les tissus des patients, c'est-à-dire travailler sur des tumeurs et également travailler sur des prélèvements de sang. Nous avons des collaborations très étroites avec le service d'anatomopathologie et également avec les chirurgiens du centre. Nous avons un spectromètre de masse de dernière génération. Un spectromètre de masse va vous permettre d'identifier les marqueurs. Donc nous travaillons surtout sur des protéines. Ces marqueurs vont être identifiés à la fois dans les tumeurs, ils vont être aussi quantifiés. On va connaître donc la quantité de ces marqueurs dans les tumeurs. Et nous allons être capables d'aller
identifier et de quantifier également ces marqueurs dans le sang des patients. La Ligue est effectivement un de nos partenaires privilégiés puisque depuis 10 ans, la Ligue nous a toujours aidés et notamment pour l'achat de ce spectromètre de masse de dernière génération. Nous sommes toujours dans les laboratoires de l'ICEO pour continuer à parler de recherche, mais on va également s'intéresser à l'enseignement, puisque l'enseignement, professeur Alain Morel, cela fait aussi partie des missions de l'ICEO. En effet, l'enseignement fait partie des missions de l'ICEO à divers titres, au titre effectivement de l'enseignement à l'Université d'Angers pour les personnels scientifiques, enfin, les étudiants scientifiques, mais aussi pour les étudiants en médecine ainsi que les internes. Et l'idée est de d'avoir une intégration entre la recherche, les évolutions de la recherche les plus actuelles avec les connaissances que l'on doit effectivement disséminer auprès de nos étudiants. L'ICEO est très impliqué dans la formation des masters de recherche en biologie, en particulier pour les étudiants de la faculté des sciences, où on délocalise les enseignements sur le site pour les intégrer à la vie active et au milieu effectivement des besoins médicaux, pour les stimuler à la recherche médicale. Et ça leur permet aussi d'être en contact avec les différents cliniciens et différents spécialistes du CHU aussi qui viennent ici et de l'ICEO qui sont sur place. L'objectif, c'est bien de concevoir un traitement qui est quasiment un traitement personnalisé pour chaque patient accueilli. En effet, c'est l'actualité, c'est-à-dire qu'on est tous différents et on donne le même traitement très souvent à des patients qui sont distincts. Donc aujourd'hui, on a les moyens de faire la distinction entre les patients, en particulier avec des méthodologies innovantes comme du séquençage nouvelle génération, qui permet de génotyper chaque patient, et ce génotypage guide le clinicien pour donner la bonne thérapie au bon patient. Ces séquenceurs nouvelle génération sont une rupture technologique d'il y a quelques années, qui était dans le domaine de la recherche, aujourd'hui maintenant dans le domaine clinique, qui permettent de séquencer avec une puissance considérable un ensemble de gènes pour un patient donné. Ce qui permet on peut effectivement maintenant séquencer un génome complet en quelques semaines, ce qui était tout à fait inaccessible il y a presque 4-5 ans. Ce qui permet d'ouvrir des perspectives de traitement qui étaient jusqu'à maintenant effectivement inabordables. Yves Dubourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de cet établissement. Nous sommes à l'accueil du site Paul Papin de l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Moi, je voudrais que l'on parle de vos collaborations avec votre voisin, le CHU, qui est juste à côté, le CHU d'Angers, bien évidemment. Très forte, très ancienne, 1959, première formalisation, très actuelle également, et qui ne cesse d'être renouvelée en permanence ou complétée. J'en veux pour exemple 2003, où la médecine nucléaire de Paul Papin a rejoint la médecine nucléaire du CHU pour pouvoir partager au cœur même de leurs deux services un tomographe puis 2 tomographes à émission de positons. C'est vrai également pour les consultations dentaires ou pour préparer les patients à la radiothérapie. Nous avons une consultation avec notre fauteuil dentaire, le docteur Bagori qui intervient au service de la chirurgie dentaire, mais qui intervient sur le plateau de stomatologie du CHU d'Angers. Et puis bien sûr les plateaux partagés de ce bâtiment dans lequel nous sommes, plateaux partagés de chirurgie et d'anesthésie avec le bloc opératoire et d'imagerie médicale. C'est dans nos gènes, parce que je crois qu'en fait nous n'avons toujours su que travailler avec les autres acteurs du système sanitaire français, et en l'occurrence territorial. Mais ce qui est vrai lorsqu'on demande un avis à des spécialistes d'autres secteurs, un deuxième avis par exemple, nous avons également la capacité de travailler avec les hôpitaux de Cholet, de Saumur, de La Roche-sur-Yon, pour ce qui est plutôt du secteur, l'autre site de l'ICEO, le secteur de Saint-Herblain-Nantes. Mais c'est aussi à travers ce partage d'expériences professionnelles que nous avons créé cet espace partagé, à la fois de bloc opératoire ou d'imagerie médicale, sur le site, parce que ça a un réel sens de travailler en commun, notamment pour le développement de techniques que nous partageons ensemble.